Mes très chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce direct live, donc en plein direct de Jérusalem, en compagnie aujourd'hui de notre ami Jérémy Bérébi, que vous connaissez tous, qu'on va essayer de présenter un petit peu plus tard. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc c'est le rendez-vous hebdomadaire pour vous et pour nous, tous les dimanches soirs à 18h, heure française. Et on vous invite dès à présent à partager l'événement, à partager cette vidéo autour de vous. Et surtout de pouvoir y préparer vos questions que vous pourrez donc poser ici en direct live à Jérémy, qui vous répondra à chacun d'entre vous. Alors, Jérémy, pour commencer ce direct, on avait quelques questions qui vont nous permettre en fait d'être éclairés sur un sujet qui nous tient tous à cœur, à savoir la Torah et le business. Alors, en 2-3 mots, de façon plus générale, est-ce que la Torah et le business, ce sont deux notions, deux entités compatibles? Est-ce qu'on peut exceller dans les deux domaines? Qu'est-ce que vous pouvez préconiser aux entrepreneurs en herbe? Ou tout simplement, est-ce qu'il faut choisir une voie plutôt qu'une autre? Alors ça, c'est des questions que je voudrais qu'on puisse traiter aujourd'hui. Mais je voudrais juste commencer en introduction par une petite présentation de qui vous êtes. D'ailleurs, on peut se tutoyer. de qui tu es. Comment tu es arrivé ici aujourd'hui à Jérusalem? Quel a été ton parcours? Alors, je te laisse nous expliquer un petit peu quels ont été les débuts de Jérémy Bérébi. Alors, les débuts, c'est que je suis né à Paris, à 14e. J'ai été dans une école juive à partir du CP, 6 ans, école juive Or Yosef, dans le 19e. En 1994, je change d'école, je vais à Maïmonide à Boulogne. Et en même temps, je découvre Internet, à peu près 6 ans avant tout le monde. Je deviens journaliste informatique, je commence à créer des entreprises, j'écris un livre. Et pendant en fait mon évolution professionnelle, donc après je passe mon bac, et après mon bac, je deviens journaliste à plein temps, puis je crée mon entreprise. À 21 ans, j'avais à peu près 40 collaborateurs à Paris. J'étais un peu une mascotte comme ça du monde des startups. Mais dans quel domaine? Dans le monde de l'internet, la startup que j'avais à l'époque. Ouais, la première startup, c'était en fait un ancêtre de Google News. C'était un moteur de recherche de l'actualité. Mais en fait, on n'utilise pas beaucoup en tant que moteur de recherche. C'était un service où on tapait ses mots-clés, les sujets qu'on veut suivre. Et tous les matins, on recevait une newsletter qui s'appelait Net to One, une newsletter avec toute l'actualité correspondant à ces mots-clés. Donc il y avait les gens qui suivaient les joueurs de foot, les professionnels qui suivaient leurs concurrents et leurs clients, et voilà, n'importe qui pouvait choisir et c'était 100% personnalisé. On est quand même en 2000, on est au tout début de l'internet, c'était super innovant. Même aujourd'hui, en fait, on n'a pas un service aussi impressionnant. Et voilà, donc j'avais lancé ce service-là. Moi, j'étais un fan d'actualité. Je voulais toujours être au courant de tout, et donc j'ai monté un service qui me permettait de suivre toute l'actualité sur tout. Mais comment au tout début d'Internet, puisque aujourd'hui on connaît tous, mais au tout début il faut quand même penser à pouvoir donner ce genre d'informations et répondre à un besoin quand on est aux prémices d'Internet. Alors en fait c'est vrai que quand c'est au tout début d'Internet, mais moi j'étais sur Internet depuis 1994, donc quand je lance ça en 99, pour moi c'était pas le début, ça faisait déjà beaucoup de temps, et donc je voyais vraiment déjà le besoin clair et net des gens. Alors c'était pas encore un besoin de toute la planète, parce que les gens étaient juste en train de découvrir comment fonctionne l'email, mais en tout cas voilà, je savais qu'à un moment ou à un autre on pouvait pas tout suivre, il y avait trop de sites d'infos, il y avait trop de choses, et voilà, et les gens avaient besoin de suivre l'info. En fait là aussi j'ai eu un client, avant de lancer ce service là, j'ai eu un client qui s'appelle une société qui s'appelle Oracle, une grosse société d'informatique. Et en travaillant avec eux sur pas mal de choses en interne, je les ai conseillés, etc., je me suis rendu compte qu'eux aussi voulaient chercher justement de l'information sur leurs concurrents, sur les différents secteurs, sur leurs clients, et ils n'avaient aucun outil pour ça. Et donc ça fait partie aussi des choses qui ont entraîné le fait qu'effectivement on ait créé un service qui répondait à un besoin. Donc ça c'est une société que j'ai vendue en 2004. Le même jour, je me suis marié en 2002. En 2004, je vends ma société et mon appartement. Notre appartement, et on décide avec ma femme de faire notre alia. À partir des années 99-2000, quelque chose s'est passé important, c'est que je sors de l'école juive, je me mets à travailler, et là je suffoque, c'est-à-dire j'avais un manque de Torah, un manque de judaïsme dans ma vie de tous les jours. Et donc très 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 vite, j'ai organisé des cours à mon bureau,
une fois par semaine, après 2 fois par semaine, donc on était une trentaine, quarantaine. C'est plein de start-upers comme ça qui arrivaient et qui venaient étudier. Et c'est en fait ces cours-là qui ont vraiment changé un peu ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, sur le plan religieux. Sur le plan religieux, c'est-à-dire que j'étais religieux, j'étais chômeur Shabbat, je mangeais cachère coûte que coûte. J'ai déjà dîné avec les 12 ministres de l'industrie européen avec mon repas cachère. Voilà, il y avait la cajou, mais il y a autre chose. C'est-à-dire qu'à un moment, je me rendais compte que la Torah répondait à toutes mes questions et même mes questions de business. C'est comment faire un choix dans le business. Est-ce que je vais dans cette direction ou est-ce que je vais dans cette direction? Il y avait la réponse dans la Torah. Et il y avait la réponse dans la Torah. Alors c'est pas via les codes, c'est pas très compliqué. C'est de la HKFA, c'est de comprendre que quand on a un salarié, on a un collaborateur, on considère pas un homme comme un stylo. Donc on peut pas le licencier si on n'a pas une bonne raison, etc. Et même si on doit le licencier parce qu'il y a une bonne raison, on doit faire attention à ce qui va devenir après, etc. C'est plein de choses comme ça qui font qu'on est bien des êtres humains. Et ça, voilà, ça me plaisait énormément parce que ça donnait dans ce monde où on parle d'argent, de start-up, de plein de choses, de valorisation et de choses. Je voyais qui était en fait, on donnait du sens justement. Donc ça répond aussi à la question justement de le monde de la Torah et le business. Est-ce qu'effectivement comment ça fonctionne ensemble? C'est qu'en fait la Torah, quand on est dans le monde du business et on n'a pas la Torah, on est quoi? On est une machine, on est un esclave même si on est patron. On est là à travailler, on gagne de l'argent. Et qu'est-ce qu'on va faire l'année d'après? On doit gagner plus d'argent. Une société, un jour je parlais avec un grand patron d'une grosse boîte qui fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Donc vous imaginez un peu la taille. Et il m'a dit, on a passé une mauvaise année, on n'a fait que 10% de croissance. C'est-à-dire qu'au lieu il a fait 1 milliard, et maintenant il a fait 1 milliard 100. Je dis, mais c'est déjà beaucoup, c'est bien. Non, il faut qu'on grossisse plus vite, etc. Quand je lui dis, mais pourquoi tu veux grossir? Il n'avait aucune réponse. Et ça, en fait, c'est le truc, on rentre dans un modèle où on dit il faut grandir, il faut grossir, il faut que la société grossisse, etc. Mais non, le but, finalement, c'est effectivement de ne pas être un esclave de son travail. Et la Torah permet ça. Alors, on est en 2004, donc l'ALIA. Ouais. Entre 2002 et 2004, j'imagine qu'il y a eu aussi d'autres entreprises qui ont été constituées. Non, l'ALIA s'est fait immédiatement, vendu mon entreprise et on est parti 10 ans après. Donc ça s'est fait à ce moment-là. Mais en 2002, je me suis marié. Et là, je commençais à étudier tous les matins. J'étudiais 3 heures à peu près tous les matins avant d'aller au travail. Donc là, pareil, j'arrive avec une bouffée d'oxygène. Ça me donne une énergie folle quand je commence à travailler. Et après, en arrivant en Israël, effectivement, en 2004, là, je commence à vouloir étudier plus. Donc j'étudiais tous les matins, à peu près jusqu'à midi, 1h, pour travailler plutôt l'après. Génial. Et donc professionnellement, qu'est-ce qui a eu lieu par la suite? J'ai fondé plusieurs autres entreprises. J'ai fondé une autre entreprise qui s'appelait Zlio, qui a failli se faire acheter par Google. L'histoire, vous le trouverez sur Internet, je l'ai raconté plusieurs fois. J'ai cofondé Litchi, le service de cagnotte, avec Céline Lazorte. J'ai cofondé une société qui s'appelle iAdvise, qui est un service de live chat pour les sites marchands. On est leader en Europe. Et cofondé à peu près une douzaine d'entreprises. Tout ça depuis Bnei Brak, où j'habite. Pendant ce temps-là, effectivement, en fait, j'essayais d'évoluer dans le monde de la Torah, tout en évoluant de manière professionnelle, en créant des entreprises. Et à un moment, j'ai tellement voulu... Moi, j'arrive pas à être focus dans un seul projet. Donc, même si j'avais 10 entreprises, que fondait 10 entreprises, ça me suffisait pas. Et là, avec Xavier Niel, on a décidé de se créer un fonds d'investissement. PDG de Free. PDG de Free, propriétaire du journal Le Monde. À l'époque, il n'était pas encore propriétaire du journal Le Monde, il était juste PDG de Free. Et on décide de créer un fonds d'investissement avec 10 millions d'euros. Et on dit, voilà, on est en fin 2009, début 2010. On dit, on va investir dans une société par semaine. Alors, on est juste après la crise de 2008. Le monde économique est complètement triste, effondré, etc. Et nous, on arrive, on dit, voilà, une société par semaine. Ça donnait un punch au marché fabuleux. Et moi, je m'amuse, vraiment, je m'amuse à aller investir dans une société par semaine, dans le monde entier. Après 5 ans, j'ai investi dans 360 sociétés, dans 26 pays. Et voilà. Et après ça, j'ai fait d'autres choses. J'ai conseillé des grands groupes, j'ai conseillé des grandes fortunes, etc. pour faire de gros investissements, etc. Alors aujourd'hui, donc après toute cette expérience professionnelle, j'imagine qu'après aussi ces plusieurs années, tu as acquis une expérience toranique, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs? Ceux qui veulent justement se lancer et dans le business, mais en même temps ils se sentent un peu retenus parce que ils ont aussi un petit peu envie d'avancer dans le monde de la Torah. On a dit, est-ce que c'est compatible, est-ce que c'est jouable, quels conseils on peut leur donner de façon plus générale?
Alors, il y a déjà un truc clair. Quelqu'un qui est un avraire et qui a décidé d'étudier à plein temps, il n'y a absolument aucune obligation d'aller travailler pour aller monter son entreprise. Maintenant, quelqu'un qui effectivement étudie quelques heures par jour ne doit pas se dire « quand je vais travailler, je ne vais plus réussir à étudier ». Il doit se dire « voilà, ces heures-là sont imbougeables ». Imbougeables, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, j'ai le rendez-vous qui peut changer ma vie, etc. Et il ne peut se faire qu'à cette heure-là, je ne change pas mes heures de limo. Je ne change pas. Parce que dès qu'on commence à changer pour des raisons, on trouvera toujours de bonnes raisons. Donc ça, on doit avoir des heures fixes, d'accord, qui sont toujours les mêmes, et un programme aussi d'études qui est aussi toujours le même, parce qu'il faut avoir un rythme, et à ce moment-là, effectivement, se tenir à ça, et après, elle va faire son business et tout ce qu'il y a autour, pendant les heures qui nous restent dans notre journée. Évidemment, on ne doit pas oublier notre famille aussi, hein, donc on a notre Torah, on a le business, on a notre famille. Donc voilà, donc on doit organiser sa journée comme ça. Je sais que quelqu'un, un jour, est venu voir le Rabbi Lubavitch et lui a dit « mais comment vous faites pour faire autant de choses ?» Et il a dit que c'était son emploi du temps qui était juste géré, où il y avait des plages d'heures pour chaque chose. Voilà, donc, et aussi, il y a quelque chose d'important, c'est que on pense que, puisqu'il existe aujourd'hui une semaine de 40 heures de travail, à peu près, pour tout le monde, donc tout le boulot qu'on pourrait faire prend 40 heures par semaine. Alors que c'est complètement faux, d'accord ? C'est pas parce qu'effectivement, en moyenne, effectivement, quand on travaille dans une usine, il faut travailler 40 heures, qu'on peut pas faire des affaires, on peut pas faire des choses intéressantes en 10 heures par semaine, ou en 5 heures par semaine. Il y a un livre qui est sorti été écrit par Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, qui est un des best-sellers aux États-Unis, qui explique comment il travaille 4 heures. Il a plein d'assistants, il a plein de trucs, etc. Et au final, le reste du temps, il va danser, il va faire des trucs, bon. Ah, lui, il va pas étudier la Torah, le pauvre. On peut remplacer les heures de danse par la Torah. Voilà, mais c'est ça. En fait, il veut juste dire, regardez, le boulot, finalement, on peut aussi, on a l'objectif de le faire en le moins de temps possible. On peut avoir une part à ça, on peut avoir des revenus en moins de temps possible. Bon, c'est très clair. Voilà. C'est très clair. Écoutez, moi, tout ça, ça me semble assez clair, mais j'imagine que pour vous, pas encore totalement. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite dès à présent à poser vos questions. Ici en direct, nous sommes ici en direct de Jérusalem et Jérémy est là pour répondre à vos questions. Jonathan est là pour les réceptionner. David à la technique va commencer à lancer le premier clip de cette interview, de ce rendez-vous hebdomadaire. On va introduire Yehuda Zetoun, produit par Torah Box, avec une chanson que vous connaissez tous, Vezaken et Vegadel. On se quitte pendant ces 2-3 minutes en attendant de recevoir vos questions. À très vite, on vous attend. וזכה ביני לגדל בונים ונבונים חכמים ונבונים אוי אבי השם יראה אלוקים אנשי אמס זרע קודש בהשם דבקים וזכה ביני לגדל בונים ונבונים חכמים ונבונים אוי אבי השם יראה אלוקים אנשי אמס זרע קודש בהשם דבקים מאירי מסוי You made
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ici pour ceux qui nous rejoignent en direct de Jérusalem avec Jérémy Bérébi à mes côtés. C'est à vous dès à présent, c'est vous qui allez animer ce direct avec vos questions que je vous invite à poser et que Jonathan va nous rapporter au fur et à mesure. Jonathan, première question. La première question de Marc. Bonjour, je travaille en France dans un cabinet d'audit. Je travaille avec des hommes et des femmes, j'ai rarement le temps pour prier Mincha. Comment pouvoir allier notre vie professionnelle et la religion? En fait, j'ai rarement le temps de... Ça, c'est quelque chose qui est en fait en général une mauvaise vision des choses. C'est-à-dire que si on a mis dans son agenda un rendez-vous qui s'appelle Mincha, par exemple, si vous aviez rendez-vous avec votre patron tous les jours et vous avez mis dans votre agenda rendez-vous avec le boss pour faire un compte rendu tous les jours, là, vous aurez fait ce rendez-vous et vous n'aurez pas dit j'ai pas le temps de faire ce rendez-vous. Il est obligatoire. Là, on a un rendez-vous avec Dieu, il prend pas longtemps et là, donc effectivement, il faut le mettre dans son agenda, il faut pas le bouger. Après, il y a une question d'effectivement faire le mincha avec un minyan. Et donc dans une synagogue ou avec 10 personnes. Très souvent en fait dans les boulots quand moi j'avais mes bureaux, on organisait des minyanim dans nos bureaux. Donc en fait on faisait en sorte à ce que les juifs du quartier savaient qu'il y avait un minyan chez nous. Mais sinon effectivement il y a pas mal de règles qui font que effectivement est-ce qu'on a le droit effectivement de faire minyan seul s'il y a une synagogue qui est pas très loin. Il y a pas mal de règles, je pense qu'on peut pas rentrer maintenant dans le détail. Ça c'était la réponse pour Marc. Jonathan, est-ce qu'on a une autre question? Question de Jonathan. Que pensez-vous du Bitcoin? Qu'est-ce que je pense du Bitcoin? Alors, si on doit penser en tant qu'investissement, je vous donnerai aucun avis, d'accord? Parce qu'il est hors de question que je donne un avis sur ce genre de sujet. Si vous voulez que j'en parle au niveau de la halakha, on est en train de travailler beaucoup à Bnei Brak sur la vision du Bitcoin vis-à-vis de la halakha, parce qu'il y a plein d'applications. Il peut y avoir des applications par rapport à l'intérêt, si je prête des bitcoins et que la valeur a changé, qu'on doit les rendre, comment ça fonctionne. Il y a pas mal de choses. Donc il y a effectivement certains Talmidei Chachamim qui sont en train de travailler sur le sujet du bitcoin vis-à-vis de la halakha. Voilà. Quand on a des nouveautés, on doit toujours l'analyser avec quelles sont les implications de la Torah qui pourraient effectivement nous faire rater des choses. Donc la Torah, c'est absolument moderne puisqu'elle s'adapte au Bitcoin. Mais elle s'adapte au Bitcoin, mais vous savez, il y a un sujet, c'est par exemple Alexa. Je ne sais pas si vous connaissez Alexa. Il y a Amazon, on crée un haut-parleur où on parle à Alexa et Alexa va nous répondre des Google choses. Home, etc. Et donc maintenant, il y a eu quelqu'un qui s'est posé une question. Est-ce que Shabbat, je peux parler à Alexa? Qu'est-ce que je fais? Je parle. Il n'y a pas une Mélara qui dit il est interdit de parler Shabbat. Donc il y a effectivement quelqu'un qui a pris à Suga le sujet et qui a été analysé. Alors je vous donne la réponse, on ne peut pas parler à Alexa Shabbat, mais effectivement, voilà, on doit étudier les halakha. On va avoir le sujet des voitures autonomes, il va y avoir plein de sujets. Les robots aspirateurs, est-ce qu'ils ont le droit de se lancer tout seuls pendant Shabbat? Voilà, par exemple. Mais c'est ça, mais moi c'est un jeu comme ça, en permanence d'essayer de trouver les questions qu'on peut avoir justement via une nouvelle technologie. Donc voilà, donc le Bitcoin, voilà, j'en ai quelques-uns pour faire partie de l'aventure, mais à part ça, je passe beaucoup plus de temps à étudier le sujet halachique que le sujet d'investissement. Alors on a évoqué tout à l'heure des rencontres avec des hautes personnalités, politiques ou autres. Comment se passe ce genre de rencontre, aussi bien sur la partie, on va commencer peut-être à parler de la cacheroute. J'imagine que c'est toujours un peu difficile de se faire inviter et de pouvoir avoir son repas cachère. Donc déjà d'un point de vue cacheroute, comment ça se passe, et aussi vis-à-vis des femmes qu'on est amené à rencontrer, serrer la main, pas serrer la main, est-ce qu'elles sont prévenues, pas prévenues, comment ça se passe, est-ce que ça a déjà mis mal à l'aise des personnes importantes? Question. Alors on va parler ce sont deux questions différentes. Ouais. On va parler de la cacheroute. Quand je suis rentré dans le monde du travail, j'avais un mentor qui était un homme d'affaires, chômeur cacheroute à 100%, qui m'a montré et qui avait réussi, qui avait monté une très grosse entreprise, plus de 400 personnes qui avaient revendu, qui m'avait montré qu'il n'y avait absolument aucun problème d'inviter un non-juif à manger kasher. Et donc, quand je suis rentré la première fois dans le bureau avec mes collègues journalistes, le premier jour, je dis « Allez, qui vient manger avec moi kasher ?» Ah, moi, tout le monde s'est levé. Vous avez peut-être pas vu les prix encore. Non, c'est faux, l'histoire des prix. Il y a que les pizzas qui sont un peu chères, mais non, en tout cas, il nous dit à quoi ça ressemble le kasher. Je dis vous allez être déçus, ça ressemble beaucoup à ce que vous mangez tous les jours. Mais à part ça, voilà, ils étaient très contents. Donc le premier jour j'ai mangé avec eux, le deuxième jour j'ai mangé avec eux, le troisième jour j'ai mangé tout seul, le quatrième jour eux ils ont mangé sans moi là-bas et moi j'étais en train de manger un sandwich au bureau. Donc voilà, ça va, au final pour un non-juif,
manger kasher, c'est comme on dit manger chinois, manger indien et manger kebab, etc. Donc on doit pas être frustré. Les juifs sont très très souvent frustrés, à avoir honte de dire qu'ils mangent kasher ou qu'ils respectent les fêtes, etc. Ouais. Moi, je suis rentré dans le monde du travail en me disant mais on doit être fiers. On est toujours invité dans le monde du travail par un collègue, un patron, un responsable qui veut nous inviter dans son restaurant. Dans son restaurant, je lui dis bah non, je ne peux pas venir à ton restaurant. Ou alors, quand ça arrive certaines fois, je me fais livrer un plateau kasher dans certains restaurants. J'ai fait des dîners à Londres certaines fois avec voilà, c'était un restaurant pas kasher. Donc en fait, on met un plateau, on le colore bien pour bien montrer que je suis un genre d'intrus dans le resto et j'ai mon repas spécial. Et effectivement, à ce moment-là, je mange de la kasher pendant qu'ils sont en train de manger leur jambon. Incroyable. Mais il faut pas avoir honte, il faut pas avoir de scrupules. Des fois, je m'excuse vis-à-vis des gens à qui je demande ça. Et eux, ils me disent, mais non, mais aucun problème, monsieur Bérébi, dites-nous où on achète, comment est-ce qu'on fait, etc. Alors, j'ai dîné comme ça, j'ai dîné chez l'ambassadeur d'Angleterre en France, maison, je crois que c'était la maison de la sœur de Napoléon, vous imaginez la rue de Palais de l'Élysée, etc. Et donc ça, j'avais la question de la cache-croûte, donc ils m'ont livré mon repas kasher, donc j'étais avec tous les grands patrons de l'internet autour de la table avec l'ambassadeur, et on mangeait kasher, et je mangeais kasher. Et la question, c'est avant d'arriver là-bas, moi en France, je mets soit ma casquette, enfin à l'époque, maintenant je mets que ma kippa, soit ma casquette, soit ma kippa. À Londres, je mets toujours ma kippa, et donc j'ai contacté la secrétaire de l'ambassadeur, j'ai dit mais est-ce que vous voulez que je sois avec ma casquette ou avec la kippa, je veux pas vous déranger, etc. Sur la casquette, c'est des fois mal vu. Hein. Voilà, c'est peut-être mal vu, etc. Et à Londres, je suis toujours en kippa. Et elle m'envoie un message, elle me dit, je viens de montrer vos 2 photos à la femme de l'ambassadeur, elle vous trouve beaucoup plus beau avec une kippa. Donc j'ai fait mon rendez-vous avec une kippa, et depuis, voilà, je suis resté avec ma kippa à tous mes rendez-vous en France. Ouais. Donc voilà, en tout cas, ça se passe faut pas très bien. avoir honte de le dire. Il faut pas avoir honte, parce que il faut penser. Il y a encore 3 mois, je suis sorti de la gare avec un ami non juif. Je suis sorti de la gare et j'avais ma kippa sur la tête et on sort gare de Lyon. Ouais, je crois que c'était gare de Lyon. Et je lui dis, tu penses que tu préfères que je mette ma casquette? Je garde ma casquette. Il fait, mais je comprends même pas ta question. Pourquoi tu veux mettre ta casquette? Mais garde ta kippa. Voilà. Donc en fait, les gens, au final, n'ont pas la vision. On a effectivement en France de temps en temps des agressions, des trucs, etc. Mais elles sont infimes par rapport au nombre de gens qui se baladent en kippa en France. Il y a beaucoup de gens qui se baladent en kippa. Il y a absolument aucun problème. Et du point de vue, alors maintenant, voilà. Voilà. Donc par rapport à serrer la main, Par exemple. Ouais. Moi, il y a quelque chose. Donc, moi, c'est quelque chose sur lequel je suis très, très, très vigilant et je ne le fais plus du tout depuis 6-7 ans. Quand j'ai appris que c'était interdit, en fait, à un moment, je savais même pas que c'était un problème. Et donc, ce que je fais, c'est qu'en général, quand j'ai un rendez-vous, j'avertis à l'avance les femmes que je vais rencontrer que voilà, on a rendez-vous demain. Sachez juste que je ne serre pas la main aux femmes pour des raisons religieuses. Je suis juif orthodoxe. À part ça, je suis très sympa. Voilà, c'est comme ça que je finis ma ligne. Et en général, il n'y a aucun problème, Jérémy, etc. Il y en a une qui m'a dit, est-ce qu'on peut se faire la bise quand même? Non, non. Et mais voilà, en tout cas, j'avertis à l'avance. Et quand certaines fois je me retrouve sur le fait accompli, je dis je suis désolé, pardon, je ne peux pas vous serrer la main, mais je fais ça avec un grand sourire, etc. Et la personne dit non, pardon, on aurait dû m'avertir, pardon. Et bon, le sujet est passé. Après, donc elles sont pas plus mal à l'aise que ça sur place. Je prends un exemple que j'ai déjà donné. Une fois, je me suis retrouvé avec Axel Lemaire, ancienne secrétaire d'État. Et on s'est retrouvés en face, et je lui ai dit, je ne serre pas la main. Elle m'a dit, pardon. On s'est retrouvés 1 an après, même scène. Moi, je ne l'ai pas réaverti, j'avais déjà dit. Et elle revient me serrer la main. Et elle me dit, je me souviens pas du tout, m'avait parlé d'un sujet comme ça. C'est-à-dire que nous, on pense qu'elles sont marquées, choquées à vie, etc. Mais pas du tout. Il y a juste une fois, j'ai conseillé une entreprise, et la vice-présidente de cette entreprise, une très très grosse entreprise, très connue, et la vice-présidente de cette entreprise m'a dit, moi je suis féministe, donc si tu ne serres pas la main aux femmes, tu ne serres pas la main aux hommes. Et donc pendant 2 jours, j'étais dans la boîte et j'avais pas le droit de serrer la main aux hommes. Wow. C'était super dur. Ça, c'était super dur parce que ça voulait pas dire grand-chose. Et voilà, donc de temps en temps, il y avait ce genre de blagues, mais intéressant. Jonathan, est-ce qu'on a une prochaine question? Une prochaine question d'Elisa. Aujourd'hui, dans le monde orthodoxe, ce sont les femmes qui travaillent pendant que les hommes étudient. N'est-ce pas marqué dans la Ketouba que l'homme doit nourrir sa femme et pas le contraire? Très bonne question. Alors déjà, dans le monde orthodoxe, je ne sais pas ce qu'on appelle le monde orthodoxe, mais plus de 50% des hommes travaillent à Bnei Brak. Donc, dans le monde orthodoxe, grand cliché là. Le grand cliché de dire il n'y a que les hommes qui travaillent. On aurait bien voulu qu'effectivement tous les hommes étudient la Torah dans le monde orthodoxe à 100% de leur temps, et effectivement que ça soit un modèle comme ça. Non, il y a énormément de gens il y a beaucoup de gens qui effectivement étudient. Ce sont ces gens-là qui sont soutenus par leurs femmes. C'est leurs femmes qui leur demandent effectivement
d'étudier et elles prennent en charge la parnassa, il est évident que si une femme ne veut pas prendre ça encore, déjà elle ne doit absolument pas se marier avec quelqu'un qui a des aspirations d'être avrère, et effectivement aussi ça pose un problème de shalom bayit, il faut absolument pas faire ce genre de choses. Si la femme est frustrée et se dit moi je suis l'esclave pendant que mon mari étudie, ça c'est plus de la Torah. Et c'est clair que ça doit pas fonctionner comme ça. Souvent, surtout qu'on oublie certaines choses. Le monde, les gens qui ne sont pas orthodoxes, donc ne connaissent pas forcément ce monde-là et partent beaucoup avec pas mal de préjugés. Or, dans le monde du shidur, donc des rencontres, ça fait partie des prérequis pour certaines femmes. Elles refusent de rencontrer un homme qui compte aller travailler, ne serait-ce que quelques heures par jour. Exactement. Et ça peut être aussi une cause de divorce pour elles. Exactement. Donc En fait, c'est exactement ça. C'est que beaucoup de problèmes de shalom bayit, c'est mon mari n'étudie pas assez. C'est beaucoup de ça. Beaucoup de gens. Moi, je veux que mon mari aspire à avoir plus de choses et mon mari n'étudie pas assez, etc. Donc voilà. Il faut savoir quand même que dans le monde même non juif, dans le monde en général, professionnel, aujourd'hui les femmes font tout pour travailler le plus possible. Donc si là on est en train de dire « Ah mais dans le monde du travail, les femmes sont esclaves parce qu'elles travaillent », je vous dis, dans le monde non juif, au contraire, on montre ça comme une qualité de travailler. C'est super, puisque effectivement les femmes veulent se développer, veulent avoir une vie à l'extérieur, etc. Et ce qui est absolument pas incompatible en plus avec une vie juive. Donc on est bien en avance, justement, le monde orthodoxe est en avance de ce qui se passe dans la Silicon Valley, où il y a beaucoup plus d'hommes, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Toujours à la pointe. Jonathan ? Donc merci Elisa pour la question. Voilà. Alors la question de Ruben, d'après vous, devons-nous mettre nos enfants dans un cursus Kulo Torah, donc complètement thoraïque, et leur enlever la possibilité d'avoir un métier et avoir le bac, ou une école qui allie le Chol et le Kodesh? Alors, je vous dis ce que j'ai fait. Moi, j'ai mis mes enfants dans un système Kulo Torah. Donc, mes enfants étudient, mes garçons étudient donc dans les Talmudei Torah et les Yeshivot. Mes filles étudient dans un modèle où effectivement il y a du Chol et de la Torah, sur le modèle des filles et des séminaires ici en Israël. Donc pour les filles, il n'y a pas cette question effectivement de savoir est-ce qu'il va y avoir un boulot après, parce qu'elles étudient comme on étudie dans une école israélienne classique, parce qu'il y a énormément de Torah. Pour les garçons, il faut savoir que dans le monde orthodoxe, il y a énormément de formations rapides. C'est-à-dire qu'un orthodoxe qui veut travailler peut en 4 mois être formé à être conseiller financier, à être conseiller en assurance, conseiller en mashkenta, c'est-à-dire en crédit immobilier, développeur informatique. Je viens de monter une école. Alors ça, c'est pas fait pour le monde orthodoxe aujourd'hui, mais c'est vraiment pour tout le monde, qui s'appelle la Torah Tech Institute, où en fait on va avoir un cursus de 4 mois pendant lequel on étudie la Torah le matin et l'après-midi on apprend à coder. Voilà. Donc ça c'est une nouvelle école qu'on a montée à Tel Aviv avec Rav Lemel et voilà, avec des gens super sympas, et Developers Institute qui est une autre société que j'ai fondée. Donc en fait moi je suis quelqu'un, j'ai pas fait d'études à part mon bac, et j'ai été formé en permanence à plein de nouvelles choses. Et comment je me suis formé? En apprenant régulièrement par petites tranches de temps, des sujets en profondeur. Et je pense qu'effectivement, les orthodoxes n'ont aucun problème à faire cela. Au contraire, l'esprit est encore plus aiguisé pour étudier. Le seul obstacle pour un orthodoxe d'être comme un start-upper de Tel Aviv, c'est le réseau. C'est-à-dire, c'est le réseau de relations avec des potentiels investisseurs, avec des partenaires, etc. Aujourd'hui, il y a une association qui s'appelle Kamatech, par exemple, dans le monde de la high-tech, qui met en relation les gens du monde de Tel Aviv non religieux avec le monde orthodoxe. Donc, on fait des réunions. La dernière réunion qu'on a faite, il y avait le patron de la banque Leumi, l'ancien patron de la banque Apoalim, une dizaine de startups, etc. Des amis ont fondé un fonds d'investissement dont je suis actionnaire, qui s'appelle 12 Angels, qui investit aussi dans les fonds, dans les sociétés montées par les orthodoxes. Donc voilà, il y a des obstacles, mais voilà, nous on croit en tout, on sait qu'on est super optimiste, donc s'il y a un obstacle, on essaie de le contrer. Et dans la continuité de toutes ces démarches qui sont mises en place pour le public religieux, est-ce qu'on a des associations ou des comptes? Est-ce que c'est possible en fait de le faire en Chutz-Laaretz, en France ou ailleurs à l'étranger? Est-ce qu'on a ce genre de facilité aussi? C'est-à-dire d'avoir un modèle de Kulo Torah plus un modèle de formation? Ouais, ou tout simplement si on sort d'un... C'est un peu plus dur. C'est qu'il y a moins de formation organisée pour les orthodoxes, mais il faut savoir qu'à Yeshiva de Pavé, ils ont le brevet, les jeunes, hein, d'accord? Donc ils ont le brevet, après certains continuent jusqu'au bac, etc. Donc il y a déjà un modèle qui est plutôt mixte, c'est pas le modèle de Kulo Torah ici. Donc le conseil que je donne, c'est effectivement que ça soit du Kulo Torah,
Maintenant, si vous vous sentez pas capable, il y a des très bonnes écoles avec du Kodesh, mais il faut que ça soit le niveau de Kodesh qui soit élevé et le niveau de Troll qui soit aussi important, mais ça doit pas être ça le focus. Ce qui doit être le plus important, c'est d'avoir un très bon niveau de Kodesh. Ça, c'est pour les startups. Mais si maintenant on veut rentrer dans une boîte, n'importe quelle boîte, ils me demandent un CV où à l'intérieur, on a besoin d'avoir le bac, avoir une licence, master, etc. Alors, ça dépend. Alors déjà, on est entre la France et Israël. En Israël, les diplômes n'ont aucune importance. D'accord? Les CV n'ont aucune importance. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que tu sais faire. Donc, si tu sais développer, si tu sais vendre, si tu sais gérer des campagnes de publicité sur Facebook, si tu sais faire chaque métier avec sa spécialité, si tu sais faire la chose, quelle que soit la manière dont tu l'as fait, t'as pas besoin du bac, t'as pas besoin d'un truc pour atteindre ce genre de choses. Donc ça c'est quelque chose. En France, dans le monde non start-up, il y a effectivement, on regarde encore les diplômes, etc. Parce que comme les gens qui recrutent ont eux-mêmes des diplômes, donc ils sont en train de dire que c'est important d'avoir des diplômes, évidemment. Par contre, dans le monde de la high-tech, on a la chance que ça se passe pas du tout comme ça. On en a absolument rien à faire des diplômes, on regarde même pas. On dit voilà, assieds-toi là, tu peux nous coder quelques lignes, on voit comment ça fonctionne. Est-ce que tu sais faire la comptabilité? Est-ce que tu sais gérer des comptes? Oui, je sais faire ça, je sais faire ci, etc. Et en fait, c'est en fonction des compétences qu'on recrute des gens. Moi, j'ai recruté en 2000, j'ai recruté une jeune fille qui est venue me voir, qui était une amie d'un de mon directeur technique, et qui arrive, elle est venue, je sais même pas pourquoi elle était venue, pour quel recrutement, et à un moment, je la vois super énergique, et qui parle bien, etc. Je dis, regardez, je cherche une attachée de presse, quand même pour occuper de ma communication, est-ce que ça vous intéresse de le faire? Elle me dit, ah ouais, super. Elle n'avait aucune étude de communication. Elle est venue à mes côtés. On a passé pendant 1 an et demi, on était dans tous les plateaux de télé, on faisait plein de choses, elle a fait un travail exceptionnel. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes attachées de presse de France. Elle est attachée de presse de Hewlett-Packard, etc. Voilà, il y a les diplômes, il y a quelque chose d'important. J'ai lancé un sondage sur LinkedIn et Twitter il y a quelques mois. Est-ce que vous pratiquez le métier pour lequel vous avez étudié? La réponse, c'est plus de 50% des gens ont un métier qui n'ont rien à voir avec celui dans lequel ils ont étudié. Donc ça, c'est ça le truc, c'est qu'au final, voilà, les études, ça peut être important quand on n'est pas assez mature pour aller rentrer dans le monde du travail, mais si on peut y rentrer et faire des formations les plus courtes possibles, il faut y aller le plus vite possible. Ouais. Nouvelle question d'Avidan. Existe-t-il réellement un business cachère selon la Torah? Personnellement, je n'y crois pas. On est forcément obligé d'en rajouter pour arriver au niveau de mensonge des autres pour exister. Oh là 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 là. Comment s'appelle le monsieur qui a posé la question? Avidan. Trouve là-bas, Avidan. Avidan, alors attends, je te regarde là maintenant. Bon, la question c'est est-ce qu'on est obligé d'avoir un business pas cachère pour réussir? Ça, c'est un mythe. D'accord? Ou pour vivre, ou pour truc. Il y a un énorme mythe qui est dans le business, tous les coups sont permis. Justement, dans la Torah, le business, les lois du business font partie des halachot, des lois juives, exactement comme les lois de comment on met ses tefillin ou comment on prie à Yom Kippour. D'accord? C'est la même chose. Donc Dieu nous dit, tu ne voleras pas, tu ne tricheras pas, tu n'iras pas transformer les produits que tu vas montrer. Il y a plein de sujets d'halakha dans le monde des affaires. On ne doit rien transgresser. Et il y a plein de business. Baruch Hashem, je fais partie des gens qui n'ont jamais touché un business pas cachère, qui est super macbite sur tout le moindre possibilité de vol ou de tromperie de ses clients. Donc 360 startups, c'est pas facile. Alors bon, mais 360 startups, je gère pas les 360 startups, mais je pense dans mes 360 startups, j'en connais aucune, à part peut-être une ou deux où les patrons ont fait des bêtises et on leur a tapé dessus. Mais la plupart des boîtes font des choses qui sont claires, nettes, précises. On a un produit, on veut faire en sorte à ce que les clients soient satisfaits le plus possible pour qu'ils puissent revenir après et nous acheter encore plus de produits. Le truc, que le business, ça soit quelque chose où il faut tricher pour réussir, c'est une catastrophe de penser ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, on est beaucoup de gens en Israël, etc., qui font des métiers qui sont pas droits et qui vont aller voler des gens à l'étranger, etc. Des gens qui viennent vers moi après 4-5 ans pour me dire je veux faire tchouva, etc., après avoir volé beaucoup de monde. On a un vrai problème. Le monde des affaires, c'est le monde de la Torah. On doit être 100% droit. Alors maintenant vous allez me dire, ah mais on voit bien que les milliardaires, eux, beaucoup sont passés par la prison. Et beaucoup ont fait des trucs borderline. Alors je vais dire une chose, personne ne doit vouloir devenir milliardaire. D'accord? On ne doit pas devenir milliardaire.
D'accord? Il n'y a aucun intérêt d'être milliardaire. Quand on se retrouvera à 120 ans dans notre cercueil, enfin en Israël c'est dans la terre, donc bon, on se retrouvera tout seul avec un vêtement, des chaussettes, et c'est terminé. On n'aura rien d'autre. Donc on a besoin d'avoir une parnassa. Une parnassa c'est quoi? C'est avoir de quoi vivre et de faire quoi vivre, acheter des cadeaux à ses enfants et à sa femme. À sa femme et ses enfants, attention, la femme d'abord. Mais vouloir être, en général, moi je vois les gens qui font des business pas cachers, ce sont des gens qui sont trop pressés. Ils veulent toujours vouloir être riches, ils veulent toujours vouloir avoir plus, etc. Et donc effectivement, Dieu leur a accordé 100, ils veulent 1000, donc pour avoir les 900 qui restent, ils vont voler, ils vont tricher, etc. Bon, ils vont tout perdre plus tard, ils s'en sont pas encore rendus compte, mais en tout cas, ils vont faire ce genre de choses. Donc il faut pas être pressé, on doit juste avoir une parnassa. Si je peux vivre avec 10 000 shekels, je dois avoir une parnassa de 10 000 shekels. Ah, mais j'aimerais bien avoir plus pour m'acheter mon appartement. Très bien, si tu peux avoir plus, 100% cachère, vas-y. Donc voilà, je vais prendre une anecdote. On était il y a quelques mois, il y a 2 mois, on était à Paris avec l'équipe de Torah Box. On a donné une conférence avec les étudiants de Young Project. À la fin de la conférence, il y a un jeune qui vient me voir, un jeune 30-35 ans, et il vient me voir, il me dit voilà, j'ai un problème, monsieur Bérébi, moi je travaille Shabbat. Je fais mais pourquoi tu travailles Shabbat? Il me dit oui, c'est la société de mon père et voilà, moi j'ai pas réussi aujourd'hui à me sortir de ça. Mon père il acceptera pas que je fasse ça, ça risque de le mettre mal. Je fais mais mon père a bien réussi dans sa vie et voilà, je veux pas maintenant tout lui gâcher. Je fais il a réussi, il a pas réussi puisqu'il a travaillé Shabbat toute sa vie. Donc il y a un vrai problème en tant que juif, on n'a pas réussi sa vie si on a travaillé Shabbat toute sa vie. Oui. Je dis mais si tu fermes Shabbat, est-ce que tu as assez de revenus pour vivre? Il me dit non. Je fais ah bon? Ça a l'air de bien marcher ton truc. Il m'a dit non, parce que j'ai beaucoup de crédits. Je fais pourquoi tu as des crédits? Alors il me dit j'ai acheté 4 appartements. Pourquoi tu as acheté 4 appartements? Parce que mon père a acheté 4 appartements. Je fais mais à quoi il te sert ces 4 appartements? Il me dit je sais pas, mais regarde, la banque me prête 90%, donc voilà, je peux acheter des appartements. Je lui dis donc là tu es en train de me dire tu as de quoi vivre si tu ne travailles pas Shabbat. Tu as une parnassa, tu as tout ce qu'il faut. Tu as ta maison qui est déjà payée, d'ailleurs par son père, qui avait déjà été achetée. Maintenant, tu t'es acheté 4 appartements en plus, et pour tes 4 appartements en plus, qui sont donc du plus dont tu n'as pas besoin, tu ne vas pas travailler Shabbat. Et ça, c'est le vrai problème. Et ça se passe toujours comme ça. C'est une question de priorité. C'est quand je veux avoir plus que ce dont j'ai besoin, à ce moment-là, effectivement, je vais avoir, comme dit c'est Avidan, c'est ça j'ai effectivement toujours envie de plus. J'ai toujours envie de voler, j'ai toujours envie de tricher, etc. Et voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. L'appât du gain. La question d'Emmanuel. D'après vous... C'est pas moi. Non, c'est pas toi. D'après vous, quel est le secret pour avoir la bracha? Shabbat. C'est écrit, hein. Mekor Abracha, c'est le Shabbat. Shabbat, je vais vous dire, Shabbat, on a 2 choses. On a effectivement de ne pas faire de travaux, les travaux interdits, comme on dit, mais on a aussi de se mettre dans une ambiance de Shabbat où on se déconnecte 100% de ses pensées du boulot. Ça, c'est quelque chose qui m'a pris du temps, qui m'a pris quelques années avant de réussir. Mais aujourd'hui, quand je suis Shabbat, il peut m'arriver même des problèmes dans la semaine, etc. Le Shabbat, je ne pense à rien. Parce qu'on est dans une bulle. Et je suppose que ça t'arrive à toi, ça arrive à tous les gens qui savent ce qu'est un vrai Shabbat. Et ça, c'est ça la source de la bracha. Parce qu'en plus, c'est le Shabbat, c'est là aussi, la bracha, c'est quoi? C'est pas uniquement d'avoir plein d'argent. C'est aussi de savoir en profiter. Et quand je travaille 7 jours sur 7, je profite de rien. Donc je peux avoir plein d'argent, mais au contraire, c'est une catastrophe, comme ce garçon qui travaille jour et nuit pour payer ses crédits. Alors que quand je m'arrête un jour dans la semaine pour me dire, je profite, je suis avec mes enfants, j'ai bien travaillé, maintenant j'ai une belle table, les plus beaux fruits sur la table, la plus belle viande. À ce moment-là, je dis, là, à ce moment-là, j'ai eu la bracha. Effectivement, Dieu m'a donné une parnassa, et c'est effectivement quelque chose dont je peux profiter. Et c'est ça la bracha. Absolument. C'est d'ailleurs la paracha de la semaine, un petit ridouche sur la paracha de la Shavua. Donc la prochaine question de Liora. J'ai passé un examen très important pour moi. Mes résultats ne seront connus que dans un mois. Et donc je suis très angoissé. J'ai beaucoup travaillé. Ma question est la suivante. De qui va dépendre mes résultats? De moi et c'est le monde de mon travail ou de Dieu? Dans le cas où serait Dieu, que prendra-t-il en compte? C'est une magnifique question. C'est Liora, c'est ça? Liora, ouais. Bravo Liora. Alors, déjà, si vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait ce qu'il fallait faire. D'accord? Donc effectivement, il faut travailler pour réussir son examen. On ne peut pas réussir sans travailler. Donc vous avez fait ce que vous avez fait. Maintenant, si vous avez travaillé et que vous ratez votre examen, à ce moment-là, Dieu a décidé que vous ne devez pas réussir cet examen. Et je peux vous raconter des dizaines d'histoires d'étudiants qui ont raté leurs examens
Et au final, ça s'est retrouvé à être la meilleure chose qui leur arrivait dans leur vie. Ils ont changé de pays, ils ont changé de métier, ils ont changé de personne, ils ont redoublé, ils ont rencontré leur futur mari ou leur femme. Voilà, Dieu décide finalement tout ce qui se passe dans le monde et notre réussite professionnelle est décidée par Dieu. Maintenant, effectivement, vous avez fait ce que vous avez à faire. À partir de là, vous devez absolument pas être angoissé parce que quoi qu'il arrive, ça sera bien. Et donc ça, il va falloir dire au moment où la sentence tombe, bonne ou effectivement, enfin bonne dans tous les cas, mais en tout cas, si vous avez l'examen ou pas l'examen, vous devez dire tout est pour le bien, kol letova. Et ça, c'est pas une blague. Des fois, on raconte des belles histoires. Voilà, Emmanuel raconte des belles histoires sur Torah Box, Binyamin Ben Amou, etc. On raconte des histoires, on dit à Gamzou et Tova. On pense que c'est fait que pour les grandes sadikim. Mais on doit tous vivre comme ça. Moi, j'ai juste 2 heures avant Shabbat, avant-hier, une de mes sociétés était en discussion avec un investisseur potentiel pour investir dans la société. Et 2 heures avant, l'investisseur lui envoie on a décidé de ne pas donner suite. Et le garçon qui est là, je lui ai répondu quelque chose, je lui ai dit attention, si tu ne dis pas à Kol Letova, c'est que tu n'as rien compris. C'est un garçon juif qui étudie. Et il m'a dit j'ai répété à Kol Letova 10 fois. Baruch Hashem, ça sera pour le bien. Et on doit vivre comme ça. Qu'on ait perdu un client, qu'une entreprise coule. Une de mes entreprises à un moment a coulé. Enfin, on allait la fermer, donc j'ai annoncé à tous mes collaborateurs qu'on allait fermer l'entreprise. C'est pas facile à faire. Et en sortant de la réunion, il me voit que j'avais le sourire. D'accord ? Et à mon assistante, pas pratiquante, qui était là, et qui me dit je comprends pas. La boîte ferme, et tu souris. Comment tu peux être heureux ? Je lui fais parce que c'est pour le bien. Tout va bien se passer. D'accord ? On n'est pas malade, tout va bien. Et il faut savoir que de cette société sont sorties plusieurs sociétés, dont le fameux Ionvise, là, qui a plus de 200 personnes, on recrute 150 personnes cette année, une autre boîte qu'on a vendue, etc. Chacun a retrouvé sa voie. Et au final, voilà, d'une boîte a fait pas mal de belles choses. Donc voilà, il faut prendre très très bien toutes les nouvelles. Et voilà, c'est le fondement de la Emouna. C'est le fondement de la Emouna, c'est de se dire, voilà, ce que dit le Chazon Ish, il dit, la Emouna, croire en Dieu, ce n'est pas de croire que Dieu va faire ce que l'on veut, mais que Dieu va faire ce qui est bien pour nous. Donc voilà, c'est comme ça qu'on doit résumer les choses. Dieu fera ce qui est bien pour nous, et c'est pas obligatoirement ce que l'on veut. Alors je voudrais juste rebondir, si tu permets Jonathan, une petite seconde. On arrive sur cette période d'examen pour nos chers amis en France. Mois de mai, mois de juin, Shavuot, les Shabbatot, surtout Shavuot. Et la question se pose à chaque fois, comment pouvoir dire non à ne pas se rendre à mon examen alors que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que j'attends ce jour et tout peut tomber à l'eau. Là aussi, on fait intervenir la Emouna. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là ? C'est une grande épreuve. Alors, je vais vous dire, il y a un collaborateur de Torah Box qui est là. Je ne sais pas si je peux citer son nom. Oui, Eric, voilà, c'est Eric. Eric, comment j'ai connu Eric, évidemment, il travaille à Torah Box grâce à ce message qu'il m'a envoyé. Il m'envoie mes messages. Il m'a dit, voilà, je suis ingénieur informatique. Enfin, j'ai fait des études d'ingénieur informatique et je suis en dernière année. Et mon examen de fin de mon diplôme, voilà, l'examen tombe à Shavuot. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Et je lui ai dit, ne passe pas l'examen. Tu es déjà ingénieur informatique. Tu sais développer. Ça ne changera rien. Les gens, effectivement, des fois, veulent avoir leur papier, leur diplôme. Alors, si effectivement, si on est avocat, on a besoin certaines fois, ou médecin. Ça peut être une année de transition. Ça peut être une année de transition, mais... Ok, donc ça, j'en ai donné un exemple très très concret. Et Eric, à ce moment-là, m'a dit, j'aimerais maintenant venir travailler et étudier la Torah en Israël. Et voilà, j'ai présenté à Binyamin Ben Amou, et Dieu merci, il est encore là, donc j'ai croisé. Heureusement qu'il est là. Voilà, et heureusement qu'il est là. Donc maintenant, on a nos épreuves dans la vie, ce sont celles-là. Notre parnassa vient du ciel. Notre intelligence vient du ciel. Notre force vient du ciel. D'accord ? Tout ça, c'est dans le Talmud. La seule chose que l'on doit choisir dans notre vie, c'est de faire le bien par rapport au mal. D'accord ? Le bien, c'est-à-dire respecter les règles de la Torah, et le mal, c'est ce qui est de ne pas les respecter. Donc maintenant, il arrive un examen à Shavuot. Il n'y a absolument pas de question que je ne peux pas accepter. Alors maintenant, certaines fois, si c'est un oral, est-ce que ça peut fonctionner ? Il faut appeler la question orale de Torah Box, vous posez la question, vous expliquez comment ça fonctionne, et on vous dira s'il y a quelque chose à faire quand c'est un oral. Mais en général, effectivement, on ne peut pas le faire. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le grand rabbin de France, Rabbin Korshia,
et beaucoup de gens sont en train de travailler pour qu'il n'y ait plus ce problème d'examen. C'est-à-dire qu'il va arriver dans peut-être cette année ou l'année prochaine, il ne va plus y avoir d'examen le Shabbat et les fêtes. Le Shabbat, les fêtes, etc. Ou en tout cas, s'il y a des examens, ils ne sont pas éliminatoires. D'accord. Donc le Premier ministre a décidé, a tranché que ça allait se passer comme ça. Maintenant, comment ça va se faire dans les faits? Voilà, le grand rabbin Korchia est le spécialiste de ce sujet. Je vous conseille de le contacter d'ailleurs si vous avez le moins de problèmes avec Shabbat. Et voilà, il pourra vous assister. La question de Nissim Marwani sur Facebook. Est-ce que des entreprises qui fonctionnent Shabbat, automatiquement Shabbat, sont problématiques ou pas? Alors, les entreprises fonctionnent automatiquement Shabbat. Alors, si c'est un site marchand, d'accord, donc on vend des choses sur Internet, et que le site marchand est destiné à tout public, c'est-à-dire en majorité donc à des publics non juifs, puisque dans le monde il y a la majorité de publics non juifs, il n'y a pas de problème de les laisser ouverts Shabbat. Si le service vend des outils, des produits de Judaïka et vend des mezuzot, ça il faut le fermer Shabbat. Donc en gros c'est en fonction de la population, il y a effectivement des choses. Maintenant, si vous avez un service client qui doit rester là et qui doit répondre au téléphone le Shabbat, là c'est problématique évidemment. Voilà, en gros il y a un livre que je vous conseille qui s'appelle Commerce and Shabbos aux éditions Feldheim en anglais, qui est exceptionnel. Il faut savoir que dans le livre de Torah, il y a le logo Amazon, Apple, UPS, FedEx, eBay, tout autour du livre. Sponsorisé ? Non. C'est juste pour dire qu'en fait, ça parle de tous ces sujets. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le Rav qui a écrit ce livre a traité de tous les sujets d'Halacha pour le site e-commerce. Est-ce que j'ai le droit d'envoyer un paquet le vendredi après-midi, sachant qu'il va être livré le lendemain matin pendant Shabbat à mon client? Est-ce que j'ai le droit de laisser les gens commander effectivement automatiquement? Enfin, il y a toutes les questions. Donc, Commerce and Shabbos, vous avez absolument toutes les réponses à toutes les questions. Et franchement, moi qui connais bien le sujet de l'Internet, c'est répondu de la meilleure manière qui soit. Donc je vous conseille énormément Commerce and Shabbos. Travaillez votre anglais un petit peu au préalable. Voilà. En attendant que Torah Box traduise le livre. Voilà. La question de Myriam sur le chat Torah Box. Shalom Rav. Y a-t-il des métiers plutôt masculins ou plutôt féminins? Si oui, quels sont les critères et les sources? Esthéticienne, ça passe mal quand on est homme. Après, non, je crois pas. Je pense que chacun va avoir des tendances. Moi, parmi mes filles, par exemple, j'ai une de mes filles qui adore démonter n'importe quel appareil électronique et regarder à l'intérieur. En général, on pourrait dire mais c'est pas trop un truc de fille. Et l'autre qui joue à la poupée et qui fait des ongles et qui fait truc. Donc non, je pense qu'il n'y a pas de métier plus pour les hommes, plus pour les femmes. Maintenant, il y a un environnement qui peut moins convenir aux femmes ou moins convenir aux hommes. C'est effectivement, si on est dans des bureaux et on travaille avec beaucoup de femmes quand on est un homme, c'est effectivement un problème. Donc il faut éviter à ce que ça se passe comme ça. Et quand on est une femme, il faut éviter à se retrouver avec beaucoup trop d'hommes. Voilà. Bon, ça après, il faut poser la question à chaque fois, mais voilà. Au niveau des métiers, non, je pense pas qu'il y ait, à part quelques exceptions, je pense pas qu'il y ait des priorités. La nouvelle question de John. Vous prenez souvent position contre les juifs libéraux et les courants progressistes. N'est-ce pas problématique vu votre notoriété dans le business ou dans la communauté juive? Alors, moi, j'appelle pas courant progressiste. C'est les gens qui... S'il y a bien quelqu'un qui progresse, ce sont les orthodoxes qui vont aller s'attaquer, effectivement, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, un orthodoxe va aller analyser ça avec un regard de la Torah. Donc, le progrès, c'est effectivement... le progrès, selon la Torah, c'est effectivement d'analyser la modernité avec un œil de Torah. Je m'attaque, en fait, à ces sujets. Je l'ai fait qu'une fois publiquement, il faut savoir. De m'attaquer au sujet. John devait être là, au sujet réformé. Non, je l'ai fait sur Twitter, donc c'est vraiment très publiquement. Moi, je pense que le problème de la réforme et des libéraux, en fait, pour moi, ce sont un peu des losers. Je vais être très poli. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de se dire, on ne peut pas respecter les lois de la Torah à notre époque. Pourquoi? C'est compliqué. D'accord? Non, ça me va pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire la barre, on va la descendre très bas. Et quand elle est bas, on va la redescendre encore plus bas, pour plaire à tout le monde. Ça, moi je sais pas, on a reçu la Torah au Mont Sinaï, on a reçu quelque chose, on a reçu des règles, on a reçu le Talmud, qui va aller nous parler de plein de sujets, et qui a analysé pendant des milliers de pages, et pendant 2000 ans, on a étudié, on a analysé, on a filtré
plein de sujets, et on va arriver en disant non, ça c'est pas important, ça aujourd'hui c'est plus relevant comme on dit, c'est plus à l'ordre du jour. Voilà, le Shabbat n'est plus à l'ordre du jour, on peut prendre le métro, on peut faire ci, on peut faire ça. Moi je dis voilà, pourquoi j'appelle ça des losers? Je dis on a absolument pas besoin aujourd'hui de baisser la voix, de baisser le niveau. On a tout ce qu'il faut dans le monde orthodoxe pour vivre parfaitement bien dans le monde moderne. Personne ne nous oblige à baisser le niveau. La nouvelle question de Léo. J'aimerais me lancer dans un business de smartphone. Et compte tenu des dangers de l'internet, j'aimerais savoir s'il serait permis d'en vendre à des personnes juives, sachant qu'elles en ont déjà un. Oh là là, la bonne question. Alors la question c'est est-ce que c'est en Israël? Il faudrait lui demander est-ce que c'est en Israël ou en France. Vendre des smartphones en France, a priori, c'est beaucoup moins problématique que les vendre en Israël. Les vendre à Bnei Brak, c'est beaucoup plus problématique que les vendre à Tel Aviv. Là, il faut étudier le sujet. Moi, quand je suis arrivé en Israël, j'ai travaillé pour lancer potentiellement la Freebox en Israël. Et j'avais commencé à avancer. On a travaillé, on travaillait avec Bezek, etc., avec Michael Bokobza et Michael Golan. Et qui était à l'époque dirigeant de Free. Et à un moment, je me suis dit, attends, je suis orthodoxe, Internet, je vais pas dire c'est mal, puisque c'est mon métier, etc., mais il y a plein de problèmes. La Freebox, il va avoir des chaînes cachères, des chaînes packagées, etc. Est-ce que moi, j'ai le droit, effectivement, de participer à un projet comme ça? J'ai été voir un Rav, qui s'appelle Rav Yehuda Shapira, Zichrono Livracha, qui est décédé il y a quelques années, et j'ai été lui poser la question. Et lui m'a dit, regarde, aujourd'hui, les gens ne t'attendent pas pour avoir Internet, donc effectivement, tu peux continuer sur ce projet. Par contre, dès que tu as lancé, toi, tu sors de là. C'est-à-dire que moi, je ne pouvais pas être le dirigeant d'un service qui propose des chaînes de télé et la Freebox en Israël. Ça, c'était pas bon pour moi. C'était pas de la halacha, mais c'était de la hashkafa. Je ne peux pas vivre dans un monde qui n'est pas effectivement compatible. Donc voilà, donc par rapport à cette question, il faut poser la question très très pratiquement avec tous les détails à un Rav, question au Rav de Torah Box, qui sauront vous répondre. C'est pour ça aussi peut-être que ça n'a pas encore abouti la Freebox en Israël. Ah non, mais on a été bloqué par le gouvernement, enfin le Rav finalement m'a dit qu'on pouvait le faire, mais on a été bloqué par le ministère des Télécommunications. Voilà. Alors la question d'Eli. Comment agencez-vous votre journée entre votre famille, votre travail et votre étude de la Torah? Et comment conseillez-vous de l'agencer pour un petit juif parisien employé en pharmacie? Alors, comme j'ai expliqué, le mot agencer est parfait, parce que c'est exactement comme ça doit se faire, c'est qu'il faut fixer des plages d'heures. Il faut surtout pas démarrer trop fort, en allant se fixer 4 heures d'études par jour, et après en courant, et en n'arrivant pas, et en ratant notre première journée, notre deuxième journée. On doit commencer à vouloir étudier une demi-heure par jour. Vous mettez ça le soir, vous mettez ça la journée, etc. N'importe quel moment. Et après, quand on voit qu'on a un peu plus de temps, et puisqu'on va aimer de plus en plus l'étude, c'est comme ça que ça se passe en général, on rajoute des heures. Moi, comment j'organise mes journées? Alors, en ce moment, j'étudie 90% de mon temps. Cette année, je me suis pris une petite année d'études particulières. Mais sinon, les années où je travaillais beaucoup plus, je commençais à étudier à 4h30 du matin, dans un collège, dans une synagogue avec 400 avrechim, 400 personnes qui étudiaient. C'était magnifique. Tout le monde dort dans la rue, et dehors, et nous on était en train d'étudier. On faisait la tfila, on finissait à 7h entre la tfila et l'étude. Je rentrais, je me reposais, et entre 9h et midi 45, j'étudiais tous les matins. Et après, l'après-midi, je travaillais. D'accord? Mais ça, c'est pas compatible avec n'importe quel truc. Donc là, moi, quand j'étais investisseur, l'avantage de travailler l'après-midi et en début de soirée, c'est comme je travaille beaucoup avec les sociétés aux États-Unis, etc., ça me permettait en plus de gagner il y avait le décalage horaire, donc j'étais plus dans l'horaire. Mais voilà, je pense que en fait, vous avez votre temps de travail obligatoire, surtout quand vous êtes pharmacien, c'est facile, vous avez vos heures, il faut aller remplir famille et remplir le reste à côté. Enlever les matchs de foot au maximum, parce que ça prend beaucoup de temps, les matchs de foot, enlever les films, enlever Netflix, voilà. Bon, au début, on peut garder un peu de certaines choses, mais à un moment, si on veut étudier, on est sérieux et se dire qu'on prend le temps pour étudier, il faut enlever un peu les choses. Faut être rigoureux quand même. Un peu superflues. Il faut être sérieux, il faut se dire que on est sur Terre pour pas très longtemps quand même. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc moi personnellement, je suis un gros stressé du temps. Et là je me dis, je sais pas si je vais arriver à finir tout ce que je vais étudier. On te souhaite. Prochaine question d'Eliran. Quelles sont les règles exactes du Maaser? Une société doit-elle en donner aussi?
Alors, ce sont les propriétaires des entreprises qui doivent donner du maaser. Et donc les règles exactes, donc vous avez deux types il y a deux calculs. Il y a un calcul où on donne 10% de ses revenus et un calcul où on donne 20% de ses revenus. D'accord ? Si vous avez la possibilité de donner 20%, c'est beaucoup mieux. Et le calcul se fait sur nos revenus nets. Je pense pas qu'on aura le temps là de faire un cours sur le maaser, mais revenus nets, c'est-à-dire que quand vous avez enlevé si vous avez maaser.com qui vous permet de calculer votre maaser, vous avez pas mal de choses dessus et vous avez pas mal de tchouvot de Rav Dayan sur le site Torah Box pour vous répondre à ça. Mais en gros le truc c'est on donne notre maaser sur ce qui nous reste après avoir payé nos impôts, après avoir payé nos dépenses obligatoires pour le travail. Après, on donne effectivement une partie de nos revenus. Avec comme garantie la richesse. La richesse, ouais, c'est ce que dit la Gemara. Quand on donne maaser, on sait qu'on va s'enrichir. C'est la seule chose sur laquelle on peut tester Dieu. Ouais. Donc voilà. Profitons-en. Voilà, on peut tester. Tester, donner au maaser, torahbox.com ou chessedbox aussi. Voilà. La question de Jean-Charles, que pensez-vous du Darknet? Du Darknet. Darknet. Ou Deep Web. Darknet. Qu'est-ce que je pense du Darknet? Je sais pas quoi y penser. On peut peut-être déjà expliquer à nos auditeurs, pour ceux qui le savent pas. Oui, Darknet, c'est le réseau souterrain qu'il y a sur Internet où il se passe des choses. Il peut y avoir du trafic, il peut y avoir des... On peut acheter des armes, des drogues. Enfin, il n'y a pas vraiment de question sur qu'est-ce que je peux penser. Si vous pouvez faire des choses cachères dans le Darknet, faites des choses cachères dans le Darknet. Mais voilà. Déjà dans le white net, on a déjà un problème c'est déjà un challenge de réussir à faire les choses bien proprement. Alors allez plonger dans les eaux obscures pour sortir le bien, c'est le cas de le dire. Voilà. La question de Clara, quelles sont les personnes ayant la priorité pour un prêt d'argent? Oh là là. Les personnes qui ont la priorité pour un prêt d'argent. D'abord, c'est votre famille, vos proches. Très très souvent, on oublie ses proches, on oublie ses cousins, ses tantes, ses oncles, tout, voilà. Après, c'est les Talmidei Chachamim de sa ville. Après, c'est les Talmidei Chachamim de l'extérieur. Je pense que c'est une question qui a été traitée sur les questions orales de Torah Box. Donc, je suis pas là pour donner un cours là-dessus. Vous avez un livre qui s'appelle Ahavat Chesed, qui est la référence dans ce secteur-là, qui donne effectivement les ordres. Mais à partir d'un moment, effectivement, vous avez une priorité, et après, certaines fois, vous pouvez faire ça avec votre cœur aussi. C'est-à-dire que si vous avez effectivement, vous vous sentez concerné par quelque chose, vous avez effectivement pas de problème pour donner, du moment que vous n'oubliez pas vos proches. Donc voilà. La question de Raphaël, au sujet du Ribit. Si je souhaite emprunter de l'argent pour lancer un projet, comment je dois m'y prendre puisque personne ne prête sans intérêt? Très bonne question. Donc effectivement, le prêt-intérêt est 100% interdit par la Torah, mais dans le cadre du travail, et même dans le cadre même à particulier d'une certaine manière, on peut emprunter à intérêt. Pour ça, il faut faire, on emprunte à un juif, parce qu'évidemment, la question se pose uniquement si on parle entre un juif emprunteur et un juif prêteur. Si on emprunte à un juif, on doit faire ce qu'on appelle un Heter Iska. C'est-à-dire qu'en fait, on transforme notre prêt en un genre d'investissement. Je vous passe les détails, parce que c'est un grand sujet, le Heter Iska. Mais pareil, contactez Rav Dayan. Vous avez businessalacha.com si vous parlez anglais, qui vous explique aussi comment ça fonctionne, pour faire un Heter Iska. Voilà, donc c'est pas très compliqué, et des fois il suffit de rajouter 2-3 lignes dans un contrat de prêt pour qu'il soit cachère vis-à-vis du Habit. Si vous achetez, vous empruntez par contre pour acheter du lait et du pain pour vos enfants, il n'y a pas de possibilité de faire de Heter Iska. D'accord, donc on est en train de parler là, vous empruntez pour un projet et pour gagner de l'argent, etc. Et là aussi, voilà, il faut faire attention, il y a plein de règles. Torah Box va sortir d'un jour à l'autre un livre de Ilchot Ribit, le meilleur livre qui existe en Israël va sortir en français. Donc voilà, vous aurez toutes les réponses à vos questions dedans. Les intérêts Ribit, les intérêts financiers. Voilà. Alors, on va continuer ce direct dans quelques instants. On fait une courte pause de 2-3 minutes, une pause musicale avec Yalini de 8 Days, n'est-ce pas David? Donc on remercie David à la technique. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques minutes. Préparez vos questions, posez-les nous et partagez l'événement autour de vous. On vous attend nombreux. Il nous reste encore une bonne demi-heure pour poser vos questions en direct à Jérémy Bérébi ici avec nous. À tout de suite. Have a great day. Thank you.
having a bad day, huh? You know you should try Yalili. What? Yalili? What'd you say? Yalla yalla yalili. Yalla yalla yalili. Yalla yalla yalili. Oh yalla yalla yalili. Yalla yalla yalili. Yalla yalla yalili. Tanz 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 habibi. Ashkenazi, Baba Sali, Yosef Aradi, Rabbi Nachman, Ashkenazi, Shetahil Mazal, Yosef Aradi, Metzvadir, Ashkenazi. Yalla yalla yalili, yalla yalla yalili, yalla yalla yalili, yalla yalla yalili, oh yalla yalla yalili, yalla yalla yalili, yalla yalla yalili. Tanz 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 habibi. Gina Gina, oh Sephardi, oi di Shoma, Ashkenazi, Yossi Avi, oh Sephardi, Yoi Mashmini, Ashkenazi, Moadim Simcha, oh Sephardi, Agid Yontif, Ashkenazi, Shetahil Mazal, oh Sephardi, Mit Shabbatir, Ashkenazi. Yalla yalla yalili, yalla yalla yalili, yalla yalla yalili, yalla yalla yalili, oh yalla yalla yalili, yalla yalla yalili, yalla yalla yalili, tanz 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 habibi, yalla yalla yalili, yalla yalla yalili, yalla yalla yalili, yalla yalla yalili, oh yalla yalla yalili. Yalla yalla yalili, yalla yalla yalili, tanz 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 habibi. Shitahinu mazal shitahei, shitahinu mazal shitahei, shitahinu mazal shitahei, bet your body shitahei. Yalla yalla yalili, yalla yalla yalili, yalla yalla yalili, yalla yalla yalili, oh yalla yalla yalili, yalla yalla yalili, yalla yalla yalili, tanz 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 habibi, tanz 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 habibi. Mes chers amis, rebonsoir pour ceux qui nous rejoignent ici en direct de Jérusalem dans les studios Torah Vox en compagnie de notre ami Jérémy Bérévi qui est là pour répondre à vos questions sur un petit peu tous les sujets mais principalement business et Torah. Alors posez vos questions, partagez. Vous savez qu'en un clic vous pouvez donner du mérite à d'autres personnes qui auraient bien aimé voir ce live. Donc partagez l'événement et moi j'avais une petite question pour toi Jérémy. Alors, on peut pas faire plus high-tech que toi, je pense. Je voudrais savoir, et aujourd'hui c'est le cas, tout le monde utilise évidemment les smartphones parce que c'est un outil de travail pour chacun d'entre nous. Et je voulais savoir quel était à toi ton smartphone en fait. On veut voir la marque de ton smartphone, on veut voir la taille de ton smartphone. Mon smartphone, ce n'est pas un smartphone. Waouh. Voilà. C'est c'est pas un vieux, parce que c'est un nouveau modèle quand même, c'est un Blue, je sais pas quoi. C'est un nouveau modèle des années 90. Oui, 82 2001, voilà, donc moi je n'ai pas de smartphone. Alors, je savais en la fait la raison, réponse, c'est pour ça que voilà, je je me doute. Je n'ai absolument pas de smartphone et je n'ai jamais été aussi efficace depuis que j'ai pas de smartphone. En fait, on a toujours l'impression qu'il faut aller vite pour faire des affaires
alors qu'il faut être réfléchi pour faire des affaires. Et donc, on a souvent besoin de communiquer, mais on n'a pas besoin de communiquer tout le temps. Donc, mais quand je dois communiquer avec des gens en temps réel, je fixe des rendez-vous de chat ou effectivement sur Skype, etc. J'ai des tranches d'heures très précises dans ma semaine. C'est dans ma semaine, parce qu'il y a des jours où je réponds pas du tout à mes mails, où je vais checker mes mails et je vais effectivement traiter différentes choses. S'il y a une urgence, les seules personnes qui peuvent avoir une urgence sont mes associés. Là, ils me passent un coup de fil. Je peux vous dire, ça doit arriver 3 fois par an. Parce que les urgences, ça n'existe pas vraiment quand on n'est pas médecin. Donc voilà. Donc en général, les gens sont très très frustrés, pensent qu'il faut aller vite. Et un jour, j'ai parlé des smartphones et une fille m'a dit si un jour j'envoie un CV et il y a une société qui vient me proposer le job et pendant 3-4 heures, je réponds pas, je vais peut-être perdre le job. Et là, je lui ai dit mais tu te rends pas compte à quel point les boîtes sont lentes. Donc, quand elles vont te proposer un job, à moins que ce soit pour le soir même, donc là, bon, c'est autre chose si on est serveur, mais si c'est un vrai job, tu peux attendre même jusqu'au lendemain, il n'y aura aucun problème de répondre le lendemain. Donc, l'urgence n'existe pas, le monde des affaires, finalement, va beaucoup plus lentement qu'on imagine. Les grosses entreprises réagissent avec beaucoup de temps. On n'a pas besoin on n'a pas besoin de courir. Maintenant, si on voyage beaucoup, le smartphone, c'est plutôt pas mal. Ça peut aider. Moi, à titre perso, j'ai une tablette Android que j'utilise, qui est Wi-Fi et que j'utilise de temps en temps quand je voyage pour effectivement certaines fois relire des documents, des choses comme ça. Mais vraiment, c'est rare, quoi. J'utilise. Mais je voudrais juste piquer un petit peu et je pense que c'est un petit peu les réactions qu'on reçoit au fur et à mesure de ce direct. Est-ce que ces facilités qu'on se donne entre guillemets, on se les donne pas quand on arrive à un certain niveau de tranquillité, où on est peut-être tu nous disais tout à l'heure que tu étais peut-être moins aujourd'hui, tu étudiais plus, etc. Mais quelqu'un qui est tout le temps à courir derrière sa parnassa, derrière ses employés, derrière son travail, est-ce qu'il n'a pas lui justement besoin nécessairement de tous ces outils? Mais justement, c'est qu'en fait, on ne doit pas courir après sa parnassa. C'est-à-dire que si on a une émouna, on ne doit pas courir après sa parnassa. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas penser que parce que je vais courir 10 fois plus, je vais gagner 10 fois plus. Non, on a à un moment une parnassa qui a été fixée à Rosh Hashanah, d'accord? Alors, à moins de dire le Talmud, tout ce que raconte le Talmud, c'est du n'importe quoi, etc. Bon, je suis pas là pour répondre aux gens qui pensent ça, d'accord? Maintenant, le Talmud dit à Rosh Hashanah, notre parnassa a été fixée, tu dois faire de la ishtadlut. La ishtadlut, c'est-à-dire que tu dois faire des efforts. Tu dois faire quelque chose pour montrer que la parnassa que tu vas recevoir n'est pas surnaturelle. Elle n'est pas tombée d'un arbre. D'accord? Donc, montrer quelque chose, et si tu travailles 2, 3, 4, 5 heures par jour, et sans smartphone, toujours dans ta poche, à courir après, à répondre aux trucs, etc., à ce moment-là, effectivement, tu es censé gagner ce que tu as gagné. Le vrai, mais j'ai pensé ça, les gens qui, comme moi, mes amis, qui sont beaucoup plus riches que moi, et qui sont milliardaires, ils ont un smartphone et bossent comme des malades tout le temps. C'est-à-dire que moi, en fait, normalement, si je suivais la continuité de ma réussite professionnelle à mon niveau, j'aurais dû de plus en plus avoir besoin de smartphone, parce que j'ai de plus en plus de choses à gérer. Donc de me dire, non mais c'est parce que maintenant tu as la facilité que tu fais ça, je fais non, au contraire, moi je fais tout pour rester le plus simple. Alors effectivement, certaines fois, peut-être une fois je vais perdre un contrat, ça m'est jamais arrivé à cause de mon smartphone, je vais peut-être perdre une opportunité, jamais arrivé. Mais quoi, on a à manger tous les jours, on a de l'eau, on a du pain, on a une maison, qu'est-ce que ça va changer? Donc voilà, on n'a pas besoin de courir en permanence pour gagner sa vie. La plupart des gens riches que je connaisse sont des gens qui ont gagné leur vie au début en faisant des choses très simples. Très très simples. Ils couraient pas. Ils ont réussi à définir quelque chose, ils ont trouvé leur bon business model, et ils ont lancé les autres. Il n'y avait pas besoin de courir. Peu importe l'époque, même aujourd'hui. Mais bien sûr, il n'y a pas besoin de mais courir. matériellement, quelqu'un qui travaillerait 6 heures, 8 heures par jour, pour gérer peu importe qu'il soit employé ou à son compte, matériellement, il est censé gagner plus. Non. Selon la Torah, non. Je fais exprès. Hein. Non. Il n'est pas censé gagner plus. Non. Il n'y a aucune raison de gagner plus parce qu'on travaille plus. Et regarde, c'est ce que disait ça. Quand on travaille, quand quelqu'un... Il n'y a pas besoin de la Torah pour le vérifier, d'accord? Il y a plein de gens qui travaillent 10, 11 heures par jour, d'accord? Ils sont là à courir, etc. Ils brassent, ils font plein de meetings, etc. Alors, t'en es où? J'ai 100 000 euros de dépenses par mois. Et tes revenus, c'est pas encore arrivé. Et vous avez des mecs qui sont consultants. Ils travaillent 2 jours par semaine, ils facturent 15 000 euros la journée ou 10 000 euros la journée. Ça existe, hein, vous avez bien. Et à ce moment-là, ils vont gagner leur vie, la même chose qu'une boîte de 20 personnes, ils vont le gagner tout seuls. Donc,
on voit très très bien que le fait de courir, ça ne change pas grand-chose. Après maintenant, on peut toujours courir et essayer d'avoir plus et d'avoir plus et d'avoir plus. Mais à ce moment-là, on a juste gâché sa vie. On gagne de l'argent pour gagner de l'argent, pour regagner de l'argent, pour regagner de l'argent, et à la fin on est là et finalement on n'en profite pas. Voilà. Jonathan, est-ce qu'on a une prochaine question? Oui, la question de Laurent. Un juif a-t-il le droit de fabriquer des poupées? S'il est propriétaire d'une telle usine, un ouvrier, y a-t-il une différence? Des poupées. Ah, c'est une super question. Je me suis jamais posé la question. Il y a effectivement un problème de posséder une poupée par rapport au lot de la tri. En général, une poupée complète avec le corps complet. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de travailler et d'avoir une usine de poupées? Je vais appeler question orale, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. C'est une super question. Voilà. Bravo. Alors, la question de Sarah. Je viens de commencer un nouveau travail. On me demande de changer de nom. Est-ce autorisé? Je précise que le travail est 100% cachère. Alors, la question c'est, est-ce qu'on vous demande de changer de nom parce que pour cacher le fait que vous soyez juif? Pourquoi pas? A priori, il n'y a pas de problème d'avoir un faux nom, parce que le nom en général n'est pas... Les gens ne vont pas acheter différemment par rapport à un nom, mais effectivement, pour l'image d'une entreprise, on voudrait que tout le monde s'appelle autre chose. Bon. Il peut peut-être avoir des problèmes, en tout cas je vois mal le problème, mais très très souvent quand une entreprise demande à ce qu'on change de nom, c'est très très souvent pour cacher des choses. Donc là on peut dire c'est un business cachère, on vend des choses cachères, mais si on doit se cacher, il faut se demander. Donc j'aurais du mal à répondre à la question sans avoir plus de détails sur le cas. Donc bon, je peux pas répondre à ça. Alors la question de Jonas sur le chat de TorahBox. Quel Ishtadlout doit faire un jeune étudiant français aujourd'hui pour pouvoir vivre? Pour pouvoir vivre. Un jeune étudiant qui est encore étudiant ou pour aller travailler? Étudiant, il est étudiant. Il est étudiant. Déjà, il doit fixer ses heures d'études de Torah. Ça, c'est la première chose qu'il doit faire en Ishtadlout, parce que les études qu'il fait, il a déjà son emploi du temps. Donc, il doit fixer ses études de Torah, et je pense que c'est tout. Après, et faire en sorte à se marier le plus vite possible. Et prier. Le conseil, et prier. Oui, c'est études de Torah, toujours on oublie, mais effectivement, il y a aussi les 3 prières par jour, à la synagogue, pas dans un coin tout seul. Je mets les tefilines à la maison. C'est toujours bien de mettre les tefilines à la maison au début, mais voilà, c'est autre chose quand on fait ça à la synagogue et avoir une vie un peu différente. Mais la Ishtadlout, c'est de donner un sens à sa vie en dehors de ses études, en dehors de son travail. Étudiant, il me précise, étudiant pour travailler. Ah, un étudiant pour travailler, pour faire sa Ishtadlout. Alors là, on va parler, ça sort un peu de la Torah, mais le conseil que je donne en fait à un étudiant, c'est même s'il a suivi un parcours standard dans une école, il doit en sortir en n'étant pas standard. C'est-à-dire qu'il doit avoir une spécificité, une valeur ajoutée, une expertise, quelque chose qu'il sait mieux qu'un autre. Par exemple, il y en a un qui adore la musique, donc il va avoir en plus une expertise dans le commerce, dans le monde de la musique. Bon, après il y a des problèmes de cash-route aussi dans ce business-là, donc c'est peut-être pas un bon exemple. Mais en tout cas, il faut être expert en quelque chose. Si je suis juste un clone de mes 100 étudiants qui ont étudié la même chose que moi, il n'y a pas spécialement de raison pour que je réussisse plus qu'un autre. D'accord? Donc là, il faut avoir, la Ishtadlout, je pense, c'est effectivement d'aller apprendre quelque chose, d'avoir une spécialité qui fait qu'on a une valeur ajoutée. Très souvent, il y a aussi, par exemple, vous pouvez créer un blog. Si vous avez cette spécialité, vous pouvez lancer un blog et vous commencez à poster sur Twitter, sur Facebook des informations sur le sujet dans lequel vous êtes expert et vous serez reconnu comme un expert. Donc ça, c'est un sujet truc. Je parle de Facebook, moi j'ai pas Facebook, donc je préfère vous dire que je suis pas un fan de Facebook du tout, même si on est en train de parler sur Facebook en live en ce moment. Donc si on veut travailler, il vaut mieux passer le moins de temps possible sur Facebook, on gagne énormément de temps dans sa vie. Voilà. Juste une passage. On parle de Facebook, on dit, je sais pas si c'est vrai ou si c'est du fake, on dit que Mark Zuckerberg, donc le directeur, le fondateur de Facebook, a fondé Facebook avec le dollar du rabbi. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces gens qui veulent investir dans des entreprises avec cette monnaie bénie, ce dollar? Alors, ça s'appelle le dollar du rabbi, mais ça peut être autre chose. Ce fameux premier euro qu'on investit dans une entreprise. Je pense que l'histoire est fausse parce que l'histoire de Facebook, c'est qu'il a fondé sans un centime. Il a fondé Facebook en codant lui-même sa première version. Et voilà. La deuxième chose, c'est que le dollar du rabbi, il faut savoir que c'est un dollar qui nous donnait pour la tzedaka. On était censé le mettre à la tzedaka. Ça se vend sur eBay. Alors aujourd'hui, les gens revendent le dollar du rabbi, mais il faut bien dire, attention, il y a un autre dollar que j'ai donné à la place à la tzedaka. Donc bon,
regardez, je suis pas assez mystique pour croire à ce genre de choses. Que le rabbi ait une bracha particulière, nous demande de faire une mitzvah de sa part, et que nous fassions une mitzvah de sa part, ça a vraiment l'importance, d'accord? Un grand homme comme ça qui a fait tant de mitzvot, ça a de l'importance. Mais que après, on allait dire effectivement que voilà, Facebook s'est monté grâce à ça, non. Et j'espère pas d'ailleurs, parce que je trouve pas que Facebook a amené beaucoup de bonnes choses dans le monde. Et d'ailleurs, est-ce que d'après toi, ça a de l'avenir? Ou bien ça fait partie des startups, des grosses entreprises qui, du jour au lendemain... Alors, elle vaut, Alors, c'est pas du jour au elle vaut lendemain. plus de 360 milliards de dollars, donc on va pas dire que ça va disparaître, Facebook. Maintenant, est-ce qu'il y aura une évolution? Comment va évoluer Facebook? Il y a un vrai problème à notre époque, c'est que les gens ont beaucoup de temps. Et les gens s'ennuient énormément. c'est des Et plateformes, ça, et en fait, Netflix, Facebook, la flambée du smartphone, tout ça, en fait, ce sont des conséquences de l'ennui des gens. Donc, tant que les gens s'ennuieront, il y aura des sociétés comme ça qui n'amènent pas spécialement de valeur, à part le fait de combler de vide, mais combler la vie des gens. Mhm. Donc, de vide, alors certaines fois, c'est pas vide quand il y a des livrets Torah, mais il y a 99% de vide. Donc voilà. Moi, j'ai pas d'action Facebook en tout cas, mais ça veut pas dire que c'est pas un bon investissement. Mais voilà, c'est pas un projet, je pense, qui amène de la valeur au monde. La question d'Esther. Si aujourd'hui vous pouvez vous permettre de ne pas avoir de smartphone et d'imposer vos demandes religieuses, n'est-ce pas grâce à votre notoriété? Mhm. Pour un simple cadre français, ce n'est pas du tout évident. C'est un petit peu ce que je... Alors, on me pose toujours cette question en me disant oui, mais c'est trop facile maintenant de dire que je pouvais, tu voulais manger cachère et donc évidemment tu as déjà réussi, donc tu peux manger cachère. Mais moi, c'était au tout Ouais. début. Comme j'ai expliqué en début d'émission, à 18 ans, à 17 ans, je mangeais cachère avec des grands patrons. Et quoi? J'étais des grands patrons. C'était des grands patrons, ou des petits patrons, ou des personnes un peu de partout. Je mangeais cachère avec tout le monde. Il y avait personne. Je mangeais avec des ministres, avec Valérie Pécresse, ministre, non, elle est présidente du conseil régional d'Île-de-France, je crois aujourd'hui, ancienne ministre de l'Éducation. On allait manger au Cinecittà à côté de l'Élysée. Mais à l'époque, j'étais personne. Et franchement, les gens se souviennent de moi parce que je les ai amenés manger cachère. Se souviennent de moi parce que je mangeais avec ma kippa. Se souviennent de moi parce que quand j'ai été invité par les 12 ministres de l'industrie européenne à manger cachère à Bruxelles, à faire un dîner avec eux à Bruxelles, j'avais mon repas cachère, je l'ai ouvert devant tout le monde, ils m'ont demandé ce que c'était. Voilà, je veux dire, je pense au contraire, le fait d'avoir des valeurs comme ça fait qu'on se démarque. Et on est là, et un juif, c'est quelqu'un qui se démarque. Et faut pas oublier, parce qu'on est quand même aussi dans le domaine du kiddush Hashem. C'est-à-dire qu'en venant, en mangeant cachère, en disant non, je ne serre pas la main, en montrant qu'on a une kippa et qu'on a des valeurs juives et religieuses ou simplement une croyance envers Dieu, ben on est quand même en train de montrer que voilà, il y a un Dieu sur terre et qu'on est là et qu'on pratique et qu'on suit et c'est mettre en avant l'honneur de Dieu et il faut pas l'oublier. Et les valeurs de Dieu. Et les valeurs, absolument. parce qu'il y a des valeurs. C'est effectivement, je ne mange pas n'importe quoi. Je le mange différemment. Je fais ça. Et effectivement, on amène des valeurs. Et je vous dis, les seules fois où une fois, j'ai eu un petit souci par le fait que j'avais mis des mezuzot un peu trop voyantes dans mon bureau. Un de mes collaborateurs est venu, non juif. Il est venu me voir. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi elles sont si visibles? J'ai dit, oh, mais de quoi tu mêles? Il est parti. 3 mois après, j'apprenais que ce monsieur, c'était un juif. Un juif qui ne m'a jamais annoncé moi-même. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il sait que je sais qu'il était juif. Mais c'était un juif honteux. Donc, très très souvent, ce sont les juifs qui empêchent qui empêchent les gens les non-juifs de trucs. Alors, il y a des cas maintenant de non-juifs, qui ont un peu bloqué, qui ont mis un peu de bâton dans les roues à quelqu'un, mais en général, ça se passe extrêmement bien. Et quand il y a des cas comme ça, ce sont des cas particuliers. Et en général, ce n'est pas le fait de manger cachère qui était le problème. Ouais, ça peut être autre chose. Mais ce malaise, en fait, parce que ça revient depuis tout à l'heure, ce malaise vis-à-vis du monde non juif, est-ce que ce serait pas un peu franco-français tout ça? C'est-à-dire que toi qui connais peut-être aussi l'univers anglo-saxon aux États-Unis, etc. Est-ce que j'imagine que là-bas c'est beaucoup plus libre et beaucoup plus facile? Mais c'est pareil. Non, donc Mais en fait, c'est pas un sentiment aux français. États-Unis, c'est un sentiment français parce qu'en fait, la religion est quelque chose de sale en France. Absolument. Je parle pas de la religion juive. Et en fait, la religion, quand on dit religion, on parle aux extrémistes, aux islamistes, etc., etc. Même chez les musulmans, il y a des gens qui font des choses bien et qui ont certaines valeurs et qui donnent de la tzidkat, qui est un genre de zdaka, etc. Il y a des valeurs dans le monde, la religion a des valeurs. Et aujourd'hui, en fait, le monde non religieux, le monde athée, fait tout pour réduire les valeurs en disant tout ça c'est de la bêtise, d'accord? Donc il y a
très très souvent, les gens qui me disent mais c'est dur de demander à manger cachère à son patron ou à son collaborateur ou à son client sont les gens qui n'ont pas essayé. Quelqu'un un jour m'a dit je veux me couvrir la tête au travail. Alors je dis bah mets une casquette. Il me dit non mais même ça ils vont me dire quelque chose et tout. Je dis mais tu as déjà essayé? On t'a dit quelque chose? Non j'ai pas essayé. Tu vas essayer demain matin. Le lendemain matin il a mis sa casquette. Il a la casquette jusqu'à aujourd'hui. On n'est pas obligé. Personne ne nous oblige de mettre une kippa. On met une casquette. Donc voilà. On sait toujours des films parce qu'on a peur de la réaction. Bah on fait ce qu'on a à faire. On fait notre travaux d'attaché et après on voit ce que ça donne. Ouais. La question de Jean-Charles. Dans une entreprise au bord de la faillite, le patron peut-il mettre son peu d'argent dans l'embellissement de son entreprise pour la revendre, au lieu de payer ses employés? Alors s'il doit de l'argent à ses employés, il doit absolument payer ses dettes avant d'embellir son entreprise. Donc sinon ça s'appelle du vol. Donc on doit payer ses employés si on a effectivement des dettes, donc si les employés ont déjà travaillé, ou s'il y a des obligations de la loi du pays, parce que la loi du pays dans le code du travail, c'est la loi juive, d'accord. Je vais expliquer quand même ce que ça veut dire, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un pays, les lois du travail sont celles qui, la halakha repose sur les lois du travail du pays, d'accord. Donc maintenant, s'il y a des dettes, effectivement, il faut payer les employés. Maintenant, si le patron dit bah moi je vais embellir mes murs et les salariés je vais les licencier dans les règles en leur payant ce qu'il aurait dû à la place, il a complètement le droit de le faire. Alors après on peut dire ashkafatiquement parlant, c'est-à-dire la vision pourrait dire qu'il exagère, mais en même temps si on doit toujours juger les kafsrout, on doit toujours juger avec un bon œil. Moi, j'entends une histoire comme ça, je me dis, en fait, le patron, ça fait 10 ans, ou 15 ans, ou X années qu'il a monté sa boîte. Il n'a pas vu sa femme, il bossait comme un malade. Et aujourd'hui, sa boîte est sur le point de couler. Donc, il essaye au moins de rattraper quelque chose pour avoir des revenus. Très, très souvent, on peut voir les bonnes choses. Quand on est employé, on voit toujours le patron comme un rapace, comme un requin. C'est très français, mais pas que. On voit toujours le patron comme un profiteur, etc., au lieu de se dire, Dieu merci, c'est Dieu qui m'envoie ma parnassa, mais mon patron aussi, il m'a recruté, il m'a fait confiance. Et voilà, pour l'instant, c'est un peu grâce à lui que j'ai eu ma parnassa. Donc on doit avoir un peu de reconnaissance. Alors la question de Laura. Dans un futur proche, je souhaiterais ouvrir une boutique ou un site internet de lingerie pour femmes. Est-il permis de le faire et pourquoi? Ouais, c'est une bonne question. Heureusement que c'est Laurent et que c'est pas Laurent. Ouais, si c'était Laurent, j'aurais répondu qu'il y a un problème. Moi, on m'a demandé d'investir dans un site de lingerie à ses tout débuts et j'ai refusé. C'est un site qui cartonne aujourd'hui aux États-Unis. Je vais pas donner l'adresse, attention. Et j'ai pas la réponse pour savoir effectivement. De toute façon, il y a des sites de lingerie sur Internet. Les gens qui veulent trouver de la lingerie, ils trouveront des choses. Donc, a priori, si je monte un énième site de lingerie, normalement, j'enfreins pas des règles. Même si je sais qu'au final, il y aura des hommes qui viendront dessus. Et donc, effectivement, là, à ce moment-là, il y aura potentiellement des peut-être par rapport aux photos, etc. Est-ce qu'on doit mettre des C'est une bonne question, je peux pas répondre. Je sais pas. C'est une bonne question. Mais c'est une très bonne question. Et c'est pour ça que je précise, c'est une très bonne question. Et donc, il faut la poser. Avant d'ouvrir ça, il faut vraiment poser la question à un rave. Et donc, question au rave sur On rappelle pour la énième fois, voilà, que un service de questions à des rabbinim compétents presque 24/24 et 6 jours sur 7 sur TorahBox. 24/24. Voilà, 24/24 et 6 jours sur 7 est disponible sur TorahBox. Vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez les poser par question ou par téléphone. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. D'ailleurs, Jonathan, question suivante. Question suivante. La question de Yoel, et ça va être la dernière. Est-il mieux de faire un travail lié à la Torah ou pas forcément? Chouret, Mohen. Non, ça n'existe pas un travail lié à la Torah. Enfin, après, on peut toujours être sofer, on peut toujours être sofer avec Sifrei Torah, donc on fait une mitzvah en plus. Mais n'importe quel travail kasher, c'est un travail lié à la Torah. C'est-à-dire que du moment que je travaille de manière honnête, du moment que je respecte les lois juives, à ce moment-là, un travail, je vais faire de l'immobilier. Bah, si je respecte l'ensemble des règles, c'est ce que j'ai un travail qui repose sur la Torah. Voilà. C'est clair. Je voudrais juste terminer avec une question. Jonathan, un petit mot? Non, après. D'accord. Une question, Jérémy. Quels sont les projets de Jérémy Bérébi pour demain? C'est une très bonne question, ça. Alors là, je l'ai gardé pour la fin. Une très bonne question. Quels sont mes projets pour demain? Il y a plein de personnes qui demandent s'ils peuvent t'envoyer les projets. Alors, déjà, j'ai un truc. Depuis quelques mois, je me suis pris un break business où je n'investis plus. D'accord?
ça va prendre encore quelques mois, je pense, peut-être jusqu'en septembre, jusqu'à la fin d'année juive, où je ne compte plus investir dans des entreprises et je prends du recul. Je prends du recul pour une première raison, c'est que j'aimerais ne pas qu'investir, mais aussi investir dans des choses qui me plaisent. Et il y a eu en fait une grande vague de plein de startups que j'appelle qui ne servent à rien, qui n'amènent pas de la valeur au monde. Donc ça m'a commencé à me gaver. Donc j'arrive plus à lire les business plans de 95% des choses que je reçois. Et voilà, j'ai voulu me concentrer un peu sur l'étude en ce moment, voilà, pour rattraper un peu le retard que j'ai, parce que malgré tout ce que je peux étudier, je me sens extrêmement en retard et minuscule et nul. Donc voilà, donc pour l'instant, ne m'envoyez pas de projet, ça sert à rien. Par contre, voilà, vous avez des très bons business angels, certains juifs, Jean-David Bénichou, qui investit beaucoup, par exemple. jdb@via.io. Ouais, il va être harcelé. Voilà. Bon courage Jean-David, bon courage mon ami Jean-David. Et voilà, enfin vous avez plein de business angels, mais en tout cas je suis pas à la bonne porte pour cette année. D'accord, donc pas de projet. Non, Mais après, à titre perso, projet. Perso, mais professionnel. Moi je veux dire, mon vrai défi, Bah, une maison à la campagne. ce que j'aimerais faire, et c'est j'en parlais tout à l'heure en disant que le problème du siècle c'est l'ennui. J'aimerais réussir à trouver un projet qui résout l'ennui des gens, qui profite du temps des gens tout en étant utile. Voilà. Donc j'ai une bonne laisser idée. les gens. Ah, Alors si vous avez des idées, non, n'envoyez pas vos idées parce qu'après si je lance quelque chose. Non, vous savez qu'en ce moment, j'ai appris qu'il y avait quelqu'un qui disait mon nom sur internet, comme quoi j'aurais piqué son idée. Une personne qui m'envoyait un jour un mail. Bon, un peu n'importe quoi. Donc moi, ne m'envoyez rien. Je travaille sur ce sujet-là. J'avance bien. On a des très bonnes idées. Ma femme aussi trouve que c'est une super idée. Donc pour la première fois de ma vie, je travaille avec ma femme sur cette idée. Et voilà, je pense qu'on est en train de... Mais ça, j'aimerais résoudre l'ennui des gens de manière... Vraiment, voilà. Ouais, ennui en étant utile. Je crois qu'on détient le scoop ce soir sur ToraBox. En tout cas, Jérémy, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec nous et avec nos auditeurs de ToraBox. Donc Jérémy, j'en profite aussi pour le remercier d'être particulièrement actif auprès de l'équipe de ToraBox et dans toutes ces initiatives. Il nous a suivis pendant 3-4 jours à Paris dans un rythme assez soutenu, des conférences, des soirées, des galas. Et vraiment, on le remercie infiniment pour tous ses efforts. Merci encore donc d'avoir été présent ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis, si nombreux, d'avoir participé, d'avoir été actifs. On a reçu énormément de questions. Ça a été extrêmement enrichissant pour nous tous. N'oubliez pas, c'est notre rendez-vous de la semaine, le dimanche soir à 18h heure française. Et je vous donne donc dès à présent rendez-vous la semaine prochaine, puisqu'on sera 17h heure française, 18h israélienne. 17h heure française, pardon, merci. Voilà, on voit un fan de ToraBox. Oui. En tout cas, je vous donne rendez-vous donc dès à présent la semaine prochaine à 17h, puisque nous serons à quelques jours de Pessah. On est une petite sera à 2 semaines avant Pessah. Et donc, ce sera l'occasion de pouvoir faire un direct live avec un Rav. On a le nom du Rav ou pas encore? Pas encore. Pas encore, mais ce sera une haute pointure, une grande pointure, qui répondra à vos questions en direct sur les Ilchot Pessah, toutes les questions qui se posent sur Pessah. On sait très bien que c'est la fête qui a le plus de halachot, et donc préparez vos questions de toutes sortes confondues qui concernent donc Pessah. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Soyez nombreux, partagez l'événement et que Dieu vous bénisse.